Bonsoir tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Gelia Story. Alors pour les gens qui ne savent pas le concept de Gelia Story, c'est un podcast où j'invite des personnalités algériennes issues de la communauté algérienne installée à l'étranger. Où on va discuter sur leur parcours, sur leur réussite et on va décrypter aussi les clés de leur réussite et de même leurs échecs. Je tiens à vous remercier aussi de tous vos messages, vos félicitations en privé. N'hésitez pas à liker, partager nos épisodes avec vos proches, avec votre entourage, avec votre famille. Ça va nous aider pour le référencement et je vous remercie encore une fois. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je suis face à une personnalité algérienne que j'apprécie beaucoup par rapport à son parcours et son expertise. Et voilà, on va parler plus sur des sujets qui concernent la finance, qui concernent les investissements. Euh, Bienvenue Yacine. Merci beaucoup. Comment tu Merci, vas? merci de m'avoir invité déjà. Ça Merci. me fait plaisir de participer d'abord à ce nouveau concept et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Merci. Alors, j'ai noté sur mon bloc-notes on va dire, une petite présentation, malgré ton immense expérience, et elle est plutôt riche dans le secteur de la finance, et tu me dis après si voilà, c'est correct ou pas. Euh, Moi, j'ai cité que tu es un homme d'affaires chevronné de la finance avec une longue et riche carrière dans les marchés financiers. Tu es actuellement le président du fonds d'investissement Tel Group, qui est une société financière réglementée active dans le financement d'entreprises, la gestion d'actifs et le capital investissement. Tu as un parcours qui comprend plusieurs postes de direction au sein de plusieurs entreprises nommées mondialement, telles que UBS, Deutsche Bank et Merrill Lynch. Et tu possèdes une vaste expérience dans divers domaines financiers, notamment les marchés émergents, les dérivés d'actions et les fusions et les acquisitions. Est-ce que c'est... C'était j'ai- une très j'ai- bonne présentation. Merci. On va commencer par la question classique du podcast. Est-ce que tu peux nous partager trois anecdotes qui ont eu un impact, c'est-à-dire une anecdote que tu as vécue durant ton enfance qui ont eu un impact sur la suite de ta carrière professionnelle? Oui, donc déjà, quand j'ai fini l'université, donc j'ai étudié à HEC Genève, c'était ma 14e école. Mon père ayant travaillé pour les Nations Unies, j'ai eu même des périodes dans ma vie où je suis allé dans 3 écoles différentes dans 3 pays la même année. Donc je suis allé, entre autres, à l'école en Éthiopie, au lycée à Madagascar, en France, en Suisse et dans d'autres pays, en Algérie aussi. Mm. Euh, et euh, et ça m'a donné, bon, c'est-à-dire en termes d'anecdote, si je peux dire que c'est une anecdote, ça m'a donné une flexibilité assez large, puisqu'à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau pays, ben, j'avais pas le bon accent. Donc soit j'avais un accent suisse, soit j'étais allé à l'école dans le sud de la France chez mon grand-père, donc je parlais avec l'accent du sud. Donc à chaque fois, j'étais la personne exogène dans l'école. Donc ça, c'est quelque chose qui a forgé aussi ma personnalité en termes d'ajustement dans des environnements divers. À l'âge de 16 ans, quand j'étais encore à l'équivalent du lycée, donc à Genève, j'ai décidé que je voulais gagner mon propre argent. Donc je suis allé travailler dans un fast-food. Donc je travaillais le samedi et le dimanche dans un fast-food, même tard en soirée, des fois jusqu'à minuit. Et au départ, j'étais à la caisse et je prenais les ordres. Et il y a quelque chose qui m'a surpris, c'était ma première réelle expérience dans le monde du travail. Euh, et, euh, et ce qui m'a le plus surpris, c'est j'étais déshumanisé, dans le sens où les personnes qui me parlaient regardaient le menu derrière moi, mais ne me regardaient pas. Donc ils me disaient, voilà, je veux un cheeseburger, je veux des frites, etc., etc. Mais ils regardaient derrière Mm. moi, et à aucun moment, j'avais un contact avec cette personne.
Et ça m'a fait aussi une première réalisation qu'il existe des activités de nature systématique euh, qui sont en fait des extensions d'une machine. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a forgé la manière dont je regarde les choses, où je n'ai pas d'attente spécifique. Parce que moi, je m'attendais à être à la caisse, commencer à discuter avec les gens, peut-être les conseiller. Mais là, on réalise que dans des industries très développées comme l'industrie du fast-food, en fait, il n'y a plus de relation humaine avec le personnel. Je suis sûr que vous tous, inclus toi-même, Ouais. quand tu vas dans un fast-food, tu ne te rappelles même pas du visage de la personne qui t'a servi. C'est plutôt froid comme. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a forgé aussi ma perception. Puis, à un autre moment donné, j'ai décidé à Genève, tous les étés, il y a les fêtes de Genève, et j'ai décidé de prendre une licence commerciale. Donc, j'avais 17 ans, et j'ai commencé à vendre des objets à l'intérieur de la fête, d'accord, avec ma Oui. propre licence commerciale. Donc, comme un entrepreneur, j'ai acheté la marchandise. Il y avait des sprays confettis, des trucs, etc. Toutes les choses qui sont liées à la fête. Et c'était ma première expérience entrepreneuriale de faire quelque chose par moi-même, sans être dirigé. Et ces 3 expériences, en fait, ont façonné un petit peu la manière dont je regarde les choses. Donc ça, c'est 3 expériences dans ma jeunesse qui m'ont donné une vue, en fait, du monde du travail qui était différente de ce que j'attendais. Et aussi la diversité dont j'ai parlé au départ, dont j'ai bénéficié euh, positivement, négativement. À la fin, pour moi, c'est positif. Mais d'avoir vécu dans des environnements très, très différents, sur des continents différents. Et justement, par rapport à ton rapport avec l'argent et la finance, je vois que tu as démarré très tôt ce monde, cet environnement de l'entrepreneuriat, où tu as touché l'argent dès ton jeune âge. Et par rapport à tes origines et ton environnement familial, quelle était la réaction de ta famille, de ton entourage, dès que tu leur as annoncé que tu vas intégrer le monde de la finance? Donc avant le monde de la finance, c'était plutôt quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans. C'est clair que mes parents étaient un petit peu inquiets. C'est du style, non mais tu dois faire l'équivalent du baccalauréat, tu dois faire Oui. des études. En fait, travailler à l'âge très jeune de façon volontaire, euh, ça donne une fierté probablement aux parents en pensant c'est bien, il est débrouillard, mais de l'autre côté, ça leur fait peur aussi. Parce qu'ils se disent non, c'est peut-être trop tôt, il faut qu'il finisse ses études. Donc la réception était mixte en fait. Donc c'était pas aussi facile à faire. Après, il faut montrer que, en fait, on comprend que ce sont des expériences qui font partie de l'apprentissage de vie, qui ne vont pas forcément résulter sur une finalisation sous cette forme. Donc il y a eu, surtout dans nos familles en Algérie, les familles algériennes, on est très axé sur l'éducation. C'est-à-dire on a une pression quand même assez forte Oui. sur la réussite scolaire et académique en règle générale. Et même on a un rapport un peu particulier à l'argent par rapport à notre culture. Pour être honnêtement, je sais que le fait que je travaille dans la finance, c'est un monde d'argent, mais en fait, je n'ai jamais travaillé dans le but de gagner de l'argent. Je sais que c'est très étrange ce que je vais dire, mais c'est plutôt ce que je regarde, c'est la performance. Et en fait, en étant performant, la résultante, on gagne de l'argent. Donc j'ai plutôt vu le monde de la finance comme un environnement ultra méritocratique, assez brutal, très compétitif, avec des barrières d'entrée qui sont des fois très élevées, des fois très peu élevées, ça dépend dans quel environnement on est, mais c'était plutôt ce qui m'a attiré, c'était la performance. C'était gagner plutôt qu'autre chose. Et après, bien sûr, la corrélation en finance d'être performant, c'est qu'on est bien payé. Ou qu'on gagne beaucoup d'argent, dépendamment de type d'activité qu'on a. C'est vraiment la performance. Et dans mon expérience de finance, mon premier job, en fait, c'était être trader. Donc, en tant que trader, il y a quelque chose qui est très, très dur à absorber au départ, parce qu'on n'est pas du tout habitué, c'est qu'on n'est pas en contrôle. C'est-à-dire qu'il y a d'autres métiers dont on a un contrôle relativement élevé. Il y a toujours une part d'aléatoire, mais on a un contrôle sur ce qu'on fait. C'est-à-dire si on est un bon comptable, on sait faire de la bonne comptabilité. Mais quand on est trader, on surfe la vague du marché, on n'est pas en contrôle du marché. Donc il y a une partie aléatoire auquel on doit s'habituer. Et la performance, c'est d'être capable de naviguer cette vague qui est aléatoire, dont on n'a pas un contrôle total. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite un apprentissage, aussi la capacité de changer d'avis très rapidement,
Donc on peut être absolument convaincu d'une orientation de marché parce qu'on a une vue sur le marché des taux d'intérêt, sur l'économie en règle générale, sur les flux financiers et autres. Et on se retrouve dans une situation où un événement arrive, une information arrive, et on doit être capable, soudainement, alors qu'on prêchait une orientation spécifique, de changer d'avis brutalement, immédiatement, et d'agir sur ce changement. Donc ce n'est pas un métier dans lequel on peut exercer quand on est têtu, par exemple. Oui. Parce que si on se braque sur une idée, en fait, si on a tort, vous allez vous faire détruire par le marché. Et le marché est plus fort que tout le monde. Oui. Et justement, après ces expériences, où on va dire la période des années 90, on voyait pas, on n'avait pas la même perception des gens de la finance comme celle d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens de la finance sont devenus même des stars. Euh, Parfois grâce aux médias, parfois surtout grâce à l'émergence des réseaux sociaux. Et ils sont devenus même des superstars maintenant. Et justement, moi, je t'ai découvert dans pas mal d'événements, avec tes talk shows, avec tes conférences et tout. Et c'est vraiment, ça m'a marqué un petit peu ton expertise, ton savoir-faire sur ce domaine. Et tu as cette capacité à expliquer un petit peu ce domaine et même d'autres domaines sur d'autres secteurs où tu as cette capacité un petit peu à démocratiser, ou on va dire à faciliter un peu le jargon. Parfois, il y a un jargon technique qui est souvent utilisé par les gens de la finance. Et ensuite, tu as fait le parallèle avec tout ce qui est diaspora algérienne, le potentiel de la diaspora algérienne à l'étranger. Et justement, si on veut aborder ce sujet, euh, elle est toujours citée, la diaspora algérienne, comme un potentiel, c'est-à-dire un moteur crucial pour le développement du pays. Selon toi, quel est son rôle, cette diaspora algérienne, que ce soit en France, en Angleterre ou même partout dans le monde? Quel est son rôle dans le développement de notre pays d'origine, qui est l'Algérie? Donc en fait, quand on parle de la diaspora algérienne, mon point de vue, c'est, on peut l'appeler diaspora, communauté nationale à l'étranger. Il y a plein de terminologies qui s'attachent au fait d'être algérien non résident en Algérie, ou d'être d'origine algérienne. En fait, la manière dont moi je le regarde, c'est nous n'avons pas de diaspora, nous avons des diasporas. Il y a des gens d'origine algérienne qui sont de générations très diverses. Il y a une génération, par exemple, en France, qui est là depuis presque 100 ans. Il y a dans d'autres pays des communautés algériennes qui sont là depuis plus de 100 ans, comme en Nouvelle-Calédonie, par exemple, qui sont les descendants des Mokrani, qui sont là depuis le 19e siècle. Donc, quand on parle de la diaspora, on a tendance de la mettre dans un moule, comme s'il y avait une seule diaspora avec une seule caractéristique. En fait, la richesse de la diaspora, conjointement à la richesse de l'Algérie, c'est de l'Algérie de bien comprendre qu'elle a des diasporas et qu'elle ne peut pas adresser la diaspora comme une communauté homogène. En fait, ce sont des communautés très disparates et très différentes. Après, pour être politiquement incorrect, je dirais, il y a même des diasporas hostiles à l'Algérie. Après, il y a des pays qui ont des diasporas plus ou moins hostiles. Par exemple, si je prends un pays comme l'Iran, l'Iran est confronté à une diaspora plus hostile que beaucoup d'autres pays. Dans le cas de l'Algérie, on a une diaspora relativement nationaliste, d'accord, mais il existe, et on doit accepter ce fait, une partie de la diaspora qui est un peu hostile. Donc, pour différentes raisons, ça peut être une orientation politique, ça peut être d'autres faits, leur expérience vis-à-vis du pays, parce qu'il y a des gens qui sont partis à l'étranger, parce qu'il existait des opportunités à l'étranger, il y a des gens qui ont quitté l'Algérie, ce n'est pas la même chose. Et leur perception du pays d'origine n'est pas la même. C'est pour ça que souvent, quand on décrit les immigrés, les Algériens de l'étranger, la diaspora, on a tendance à vouloir les catégorifier comme s'ils étaient tous un. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc je pense que la diaspora, en règle générale, a beaucoup à apporter au pays parce qu'elle peut apporter une diversité nouvelle au-delà de la diversité qui existe déjà en Algérie. D'accord. Et ce qu'on voit, c'est-à-dire le plus ces derniers temps, il y a tout un engouement autour de la culture, en ce moment, de la culture algérienne, de l'expertise algérienne. On voit de plus en plus de personnalités d'origine algérienne occuper des postes très importants, que ce soit au niveau du gouvernement français ou d'autres gouvernements dans le monde. On voit de plus en plus de responsables, des directeurs.
comment l'Algérie, c'est-à-dire si on fait le lien avec leur pays d'origine, comment l'Algérie, elle peut exploiter ce potentiel ou cette expertise au profit de l'économie algérienne ou même du pays dans sa globalité? En fait, la capacité de pays d'absorber leur diaspora, c'est de créer un cadre d'environnement à l'intérieur du pays qui est assez international ou assez global ou assez divers pour pouvoir absorber tout type de personnes. Que ces personnes soient des personnes de la diaspora algérienne ou que ces personnes soient des étrangers, tout simplement, qui veulent s'établir en Algérie ou qui veulent contribuer à l'économie algérienne, en fait, la question est plutôt le degré d'acceptance de personnes de l'extérieur plutôt que d'autres. Il y a quelque chose où, moi, de mon point de vue, l'intégration totale de la communauté algérienne, qu'elle soit nationale ou à l'étranger, elle sera résolue le jour où il n'y aura plus de catégorification algérien de l'étranger ou algérien du pays. Je vais vous donner un exemple. Les Allemands ne catégorifient pas les Allemands qui sont à l'étranger comme des Allemands de l'étranger. Ce sont juste des Allemands. Mm. Ils peuvent habiter aux États-Unis ou ils peuvent habiter en Australie ou en Afrique. Ce sont des Allemands. Euh, nous continuons à catégorifier de manière singulière les Algériens qui sont en dehors du territoire national comme s'ils étaient une autre catégorie. Et en fait, ce que je pense, c'est que la capacité d'absorption de la communauté algérienne, qu'elle soit à l'étranger ou à l'intérieur du pays, va nécessiter à un moment donné qu'on ne différencie plus les personnes algériennes qui sont à l'étranger ou qui sont dans le pays, puisque à la fin, ce sont tous des Algériens. Et c'est comme ça, en D'accord. fait, que moi, je verrai l'aboutissement final. Et est-ce qu'on est sur le bon chemin? Ma réponse est oui. Pourquoi? Et je vais le décrire par quelque chose d'assez simple, qui est la terminologie. Avant, les Algériens de l'étranger, c'était des émigrés. Mm. Puis après, les Algériens de l'étranger sont devenus Algériens de l'étranger. Puis après, ils sont devenus diaspora et communauté nationale à l'étranger. Donc, en fait, même la terminologie fait en sorte que graduellement, nous nous rapprochons de la terminologie finale, qui est tout simplement, ce sont des Algériens. C'est-à-dire, cette terminologie, elle peut impacter aussi sur le ressenti ou le sentiment Absolument. d'appartenance au pays d'origine? Absolument. C'est-à-dire, imaginons par exemple qu'un Américain qui vit en dehors des États-Unis soit qualifié d'Américain de l'étranger. Automatiquement, il est perçu comme une personne exogène aux États-Unis. Donc, il n'est plus un Américain. Il est un Américain de l'étranger. Donc, on lui attribue une caractéristique non nationale. Euh, les pays qui sont totalement intégrés ne qualifient pas leurs citoyens de communautés exogènes ou étrangères. Donc, est-ce que ça a un impact? Oui, ça a un impact, puisqu'il y a une définition qui est attribuée à une personne par un simple fait de sa résidence en Algérie ou de sa non-résidence en Algérie. Avec la fluidité de mouvement qui existe dans le monde, nous avons de plus en plus de personnes qui habitent en Algérie et à l'étranger en même temps. Alors, est-ce qu'ils sont des Algériens d'Algérie ou des Algériens de l'étranger? Il est possible que des personnes s'expatrient pendant 2 ans, puis rentrent au pays, ou des personnes décident d'aller en Algérie pendant 4 ou 5 ans, décident de rentrer. Comment on qualifie alors ces personnes? Et c'est pour ça, de mon point de vue, on doit attribuer à la communauté nationale tout simplement sa caractéristique d'être une communauté nationale. C'est pour ça que la manière dont je vois, c'est que l'action la plus intéressante à mettre en avant, c'est de modifier la perception de la communauté à l'étranger en faisant en sorte qu'elle devienne tout simplement une communauté nationale. Et le fait qu'elle soit résidente à l'étranger est une richesse supplémentaire ou une caractéristique singulière, mais n'est pas la définition de la personne. La question, Oui. c'est est-ce que toi, par exemple, tu te considères comme un Algérien de l'étranger? Mm. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression, à travers cette terminologie qu'on a installée à travers les années, comme une sorte de doxa nationale où on a mis un statut particulier pour ces Algériens, alors que parfois on le voit sur certains comportements. Par exemple, on voit des étudiants qui partent à l'étranger et on essaye de leur coller des qualificatifs comme si ils ont abandonné leur pays ou ils ont trahi leur pays. Ou même, on peut voilà, gentiment dire c'est la fuite des cerveaux. Alors que, par exemple, moi, personnellement, ça ne me dérange pas que quelqu'un il fait ses études en Algérie et il a envie d'exploiter le monde un peu partout ailleurs. Je ne vois pas en quoi il a fait quelque chose du mal ou de toute manière, il y aura toujours l'Algérie dans son cœur.
il reviendra toujours à son pays D'où d'origine. la définition que j'ai donnée, qui est nous sommes une communauté. Et après, comme je dis, il y a différents degrés de proximité vis-à-vis du pays d'origine. Je connais des Algériens qui sont résidents à l'étranger, qui sont beaucoup plus nationalistes que des Algériens qui sont en Algérie. Exactement. Et dans les deux sens, je connais des gens qui sont à l'étranger qui ne sont pas très internationaux. Et je connais des Algériens qui sont au pays, qui sont très internationaux. C'est pour ça que je dis, attribuer une caractéristique homogène juste par le simple fait de résider ou non sur le territoire national, je pense que petit à petit, et c'est la définition que j'en donnais auparavant et l'exemple en termes de la terminologie, de toute façon, cette différence est en train de disparaître. Donc la question maintenant, c'est de dire comment l'Algérie est compétitive pour attirer des talents en Algérie, garder les talents algériens et attirer des talents algériens de l'étranger, tout simplement. Et qu'elle soit compétitive enough pour que, assez compétitive, je fais du franglais là, qu'elle soit assez compétitive pour que la communauté nationale établie à l'étranger, se sente associée avec le pays et n'a pas de... Ça ne devrait pas être une décision extrêmement dure de décider je vais aller travailler en Algérie quelques années, et je vais revenir après ailleurs, ou etc. etc. C'est-à-dire que si je prends un Allemand, par exemple, qui habite en Allemagne, soudainement a une opportunité en France, il va décider d'aller en France, travailler quelques années, puis après il va travailler en Angleterre, puis après il va retourner en Allemagne, etc. Ça reste un Allemand, d'accord ? Il va enrichir son parcours professionnel en travaillant ailleurs. Nous ne sommes pas dans une situation d'expatriation définitive. Après, il est possible que des gens fassent leur vie ailleurs, mais ça, ce sont des décisions personnelles qui sont basées sur les circonstances de vie, familiales ou autres. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est ni un abandon, ni une décision. Puis après, une grosse partie de la communauté algérienne à l'étranger, dont moi-même, je ne suis pas parti d'Algérie, puisque j'étais déjà à l'étranger quand je suis né. Oui. Donc automatiquement, c'était un choix de mes parents de s'établir ailleurs pour des raisons professionnelles. Et moi, je me suis retrouvé ailleurs. Donc moi, je n'ai jamais quitté le pays. Donc la question n'est pas est-ce que j'ai quitté le territoire national ou pas, puisque j'étais déjà à l'extérieur dès le départ. Donc c'est comme ça que moi, je le regarde. Donc moi, à la fin, mon point de vue, c'est comment on adresse tous les talents de la communauté nationale pour participer à l'effort de développement de l'Algérie. Et comment on fait en sorte que les Algériens, qu'ils soient en Algérie ou ailleurs, d'accord, se sentent associés au développement économique, financier, culturel, social de notre pays. D'ailleurs, on a de la chance aussi il y a des pays où les résidents étrangers ne peuvent pas voter. Nous, on peut voter quand on est résident à l'étranger. Je sais que ça a l'air évident, mais il y a des pays où les résidents étrangers ne peuvent pas voter, par exemple. C'est seulement réservé aux résidents sur le territoire national. Donc, on a une association de facto. Et justement, en parlant du potentiel de cette diaspora algérienne, si on voit de l'autre côté aussi, ou le revers de la médaille, on voit aussi que ces Algériens qui sont installés à l'étranger, ils sont aussi perçus, c'est-à-dire par rapport à leur statut, qu'on a mis cette étiquette que premièrement, ces Algériens sont riches parce qu'ils ont un niveau de vie beaucoup plus élevé et ils gagnent beaucoup plus que les Algériens qui sont installés à l'étranger. Ils sont bilingues, ils parlent 2 langues, voire 3, 4 langues, et ils ont, on va dire, ils vivent souvent dans des pays assez développés où ils ont vu avec leurs propres yeux le progrès, même si je ne suis pas d'accord avec ce mot du progrès. Mais voilà, si on parle de ce potentiel de diaspora, j'ai l'impression que parfois, c'est un bullshit et parfois, c'est réel, c'est-à-dire on voit réellement le potentiel à travers d'autres diasporas, la diaspora égyptienne, la diaspora indienne. On voit à travers les flux d'argent, les transactions financières, concrètement, qu'est-ce qu'elle peut apporter, cette diaspora algérienne, à l'Algérie ? Donc, quand on regarde les potentiels de diaspora, la question c'est de quoi le pays a besoin. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour un pays, déjà, éviter de perdre des gens talentueux, c'est déjà une nécessité, surtout quand on a besoin de ces personnes. Et après, il y a le développement économique du pays qui va faire en sorte qu'on va attirer des personnes de l'étranger pour venir travailler au pays. Maintenant, pour venir travailler en Algérie, il faut que certaines conditions cadres soient réalisées, notamment salariales, cadre de vie, etc. etc. Donc, il y a toutes ces conditions qui se mettent en place.
Quand je regarde les évolutions d'autres communautés à l'étranger, par exemple, prenons un cas intéressant pour nous qui est la Turquie. Euh, Jusque dans les années 90, peut-être que certains des personnes qui vont regarder ce podcast ne réalisent pas, mais le PIB par habitant de la Turquie est inférieur à celui de l'Algérie. C'était un pays qui était moins développé en termes de retour sur le produit national par habitant que l'Algérie. Puis dans les années 90 à 2000, la Turquie s'est envolée. L'association avec l'union douanière, avec l'Union européenne, le fait que la Turquie était positionnée entre l'Asie et l'Europe, donc a bénéficié des flux eurasiatiques, et s'est retrouvée comme une sorte de dragon, si je pouvais dire méditerranéen, c'est un pays semi-méditerranéen, on va dire comme ça, mais s'est retrouvée comme dragon avec une expansion. Ce qui est intéressant, c'est qu'une grosse partie du développement, de l'immigration à l'intérieur de la Turquie est venue de la communauté turque d'Allemagne. Beaucoup d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires, de cadres, de spécialistes, de techniciens ont soudainement trouvé un intérêt à vivre en Turquie, et aussi le marché turc était demandeur. Aussi des investisseurs étrangers qui avaient besoin de délocaliser des cadres ont choisi de délocaliser des cadres turcs pour toutes les raisons linguistiques, culturelles, et aussi le fait que quand on est un Algérien, par exemple, de l'étranger, dans ce cas particulier, un Turc de l'étranger, on a plus tendance à vouloir s'établir en Turquie et rester à long terme, plutôt que si on est une personne étrangère. Donc la communauté algérienne en Algérie, à l'étranger, peut être intéressante pour l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'elle peut attirer des cadres à compétences internationales à l'intérieur de l'Algérie avec une vue à moyen ou même long terme, ou même permanente, ce qui ne va pas être le cas. Donc l'Algérie a expérimenté dans le passé les coopérants techniques. C'est quelque chose qui était très commun dans les années 70 et au début des années 80. Ces coopérants venaient, mais n'avaient aucune intention de s'installer dans le pays. Ils sont restés quelques années, ils ont apporté leur savoir-faire et ils sont repartis. Si à cette époque-là, on avait eu une diaspora développée et large, avec toutes les compétences techniques, on aurait probablement pu attirer la diaspora pour contribuer au développement du pays et elle serait probablement restée. Et en fait, elle aurait contribué à long terme au développement du pays. Donc, je pense qu'au moment où l'Algérie entre dans sa transformation et qu'on a le développement de la diversification économique, je pense qu'on est dans ce cheminement. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je vois des progrès dans cette orientation. C'est là où, soudainement, l'attractivité de la diaspora à l'étranger va se faire naturellement. Donc la question n'est pas de comment est-ce qu'on attire la diaspora ou les Algériens établis à l'étranger. La question est quelle structure économique doit être mise en place pour que cette attractivité se fasse naturellement. Et là, j'étais à Alger il n'y a pas longtemps et j'ai vu un nouveau phénomène de rémigration. Donc on voit des Algériens d'Amérique du Nord, des Algériens d'Europe, des Algériens qui vivent dans le Golfe ou ailleurs, réémigrer en Algérie, c'est-à-dire s'établir en Algérie pour différentes raisons, et souvent pour faire de l'entrepreneuriat. Donc à Alger et dans d'autres villes algériennes, on voit soudainement de nouveaux établissements, de nouveaux restaurants qui sont gérés par des Algériens qui viennent d'autres environnements et qui amènent une autre façon de faire, une autre stratégie et d'autres manières de développer, que ce soit dans le domaine culinaire, dans le domaine de l'hôtellerie, mais aussi dans l'entrepreneuriat, dans la tech, etc., etc. Donc, cette démarche devient une démarche naturelle parce que le cadre de l'Algérie évolue à un point où ça devient naturel que les personnes y vont. Oui. Maintenant, secrètement, dans le cœur de tous les Algériens qui sont à l'étranger, s'ils avaient la possibilité de vivre en Algérie avec un cadre similaire dans lequel ils vivent aujourd'hui et un revenu, je mets toujours sur le point de pouvoir d'achat, peut-être que le salaire sera plus bas, mais le coût de la vie est plus bas aussi. Mais avec un pouvoir d'achat similaire, beaucoup d'entre eux seraient prêts à venir vivre en Algérie si toutes ces conditions cadres étaient réunies. Et ces conditions cadres, comme elles vont se développer naturellement, c'est là où soudainement l'appel d'air se fera de la manière la plus naturelle, telle que la Turquie en a bénéficié. Même chose, par exemple, quand la Chine, ça c'était un peu plus volontaire, quand la Chine, après l'intégration de Hong Kong, s'est développée sur un pays, deux systèmes,
et que le monde capitaliste chinois a commencé à se développer de façon très rapide, il y a eu environ 600 000 Taïwanais qui se sont déplacés à Shanghai. Pourquoi ? Parce que c'était le nouvel Eldorado. Les opportunités pour les Taïwanais étaient plus importantes à Shanghai qu'à Taïwan. Donc ils sont venus naturellement, malgré le fait que les deux pays considèrent qu'ils sont la Chine, etc. Je ne vais pas rentrer dans le domaine de l'appréciation politique de l'appartenance de Taïwan à la Chine. Mais ce que je veux dire, c'est malgré ce conflit perçu ou cette divergence de perception entre Taïwan et la Chine, 600 000 Taïwanais, qui était la plus grosse rémigration vers la Chine qui a été connue de n'importe quel autre environnement. Il y a effectivement des Chinois qui sont arrivés d'Europe, des États-Unis et d'autres environnements, vu que la Chine était en explosion économique. Mais le plus gros contingent était de Taïwan, aussi par proximité physique et d'autres raisons. Chinois de Singapour, etc., etc. Et justement, en parlant de cette coopération entre plutôt les autorités algériennes et les citoyens algériens qui sont installés à l'étranger, il y a une partie des Algériens qui se sentent un peu éloignés des décisions ou des processus décisionnels en matière d'investissement. Comment l'Algérie pourrait-elle, par exemple, améliorer cette relation? C'est-à-dire, si je me mets, moi, dans la peau d'un Algérien qui veut investir ou qui veut mettre de l'argent en Algérie, est-ce que, en fait, ils se sentent, il y a une telle frustration chez eux où ils pointent du doigt le manque c'est-à-dire le manque d'infrastructures ou de canaux de coopération, où il n'y a personne qui leur a dit, voilà, vous voulez venir investir en Algérie, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette relation, cette collaboration? Comment l'Algérie pourrait-elle améliorer cette relation entre citoyens et autorités? Donc déjà, sans que ça soit vertical, non, bien sûr. comme on voit dans les démarches, par exemple, administratives. Le processus d'investissement en Algérie est relativement simple. Le problème, c'est qu'il est méconnu. Et que, comme on dit normalement, si on est à table à 50, il y a une seule personne qui n'aime pas le plat, il va gâcher tout le dîner. Donc la problématique que nous avons, c'est qu'il suffit qu'une ou deux personnes aient une mauvaise expérience, ils vont alors véhiculer une image négative gigantesque parce que les gens sont plus attirés par la négativité, ils vont créer une sorte de perception négative sur la complexité d'investir en Algérie ou les complexités bureaucratiques. Je ne vais pas minimiser les difficultés bureaucratiques, mais ce que j'aimerais bien mettre en avant, c'est que chaque pays a sa propre forme administrative. Et que souvent, quand on va d'un pays à l'autre, on peut être surpris par la forme administrative parce qu'elle peut être radicalement différente de ce qu'on est habitué à avoir. Donc, le premier élément, c'est la transparence vis-à-vis des processus administratifs algériens. Souvent, en Algérie, on n'a pas vraiment un fascicule simple, voilà comment investir, boum, 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 voilà comment créer une société, quelque chose, un fascicule qu'on peut avoir quelque part, où on sait, voilà comment investir, si on investit en devises étrangères, comment rapatrier l'argent, comment ça fonctionne. On va avoir autant d'avis que de personnes. Donc ça, le premier élément. Et souvent, ce n'est pas sous forme malicieuse, c'est que souvent, juste certains opérateurs ne le savent pas. C'est-à-dire, vous allez dans une succursale bancaire en Algérie, je ne sais pas moi, dans une ville de taille moyenne, il n'est pas évident que le gérant de la banque sait comment gérer un investissement étranger et comment faire une injection de capital à partir de l'étranger en Algérie dans la structure qui permet le rapatriement. Donc, en fait, là où il faut bien définir les choses, c'est qu'une des frustrations, c'est qu'il n'y a pas de processus très transparent ou très clair, même si une fois qu'on le connaît, il est très clair, mais il n'est pas exprimé sous forme claire. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'investissement, on va dire, qui n'est pas entrepreneurial ou l'investissement en capital dans une société, c'est l'investissement financier. C'est-à-dire que quand vous êtes dans d'autres pays, vous pouvez tout simplement acheter des actions à la bourse, investir, voilà, tout simplement. En Algérie, il y a un marché financier qui n'est pas développé. Il y a la bourse d'Alger, on a eu une transaction récemment de la CPA, donc le Crédit Populaire d'Algérie qui s'est mis en bourse. Il y a eu un engouement populaire, plusieurs centaines de millions de dollars équivalent dinars ont été investis par le grand public. Donc c'était un succès dans son placement.
Mais on est encore au début du cycle du développement de la bourse d'Alger. Donc, on n'a pas vraiment un marché d'action. Il n'y a pas de marché obligataire en Algérie, il n'y a pas de courbe de taux. Donc, il n'y a pas un marché obligataire développé dans lequel les gens peuvent tout simplement acheter des obligations qui vont leur payer des taux d'intérêt, etc., etc. Il y a une demande, par exemple, une partie de la communauté en Algérie et à l'étranger, d'avoir des produits Sharia compliant, qui sont en fait des produits islamiques. Le développement des produits islamiques est encore en émergence. Donc, on n'a pas toute la panoplie de produits. Donc, on est relativement restreint sur les capacités d'investissement. Donc, la frustration, elle vient de l'inexistence du marché. De la même manière que j'ai décrit le parallèle de comment créer un appel d'air pour la communauté à l'étranger de venir s'établir en Algérie pour contribuer au développement du pays, de la même manière, c'est l'offre qui crée la demande. Une fois que sur la bourse d'Alger, on a plein de produits, on a des fonds d'investissement, on a un marché obligataire développé, on a un marché des actions, etc., les gens, ils font leurs courses. C'est-à-dire, ils arrivent, ils peuvent avoir des plateformes digitales qui leur permettent de faire leur investissement, etc., etc. Deuxième complexité, c'est la complexité perçue des restrictions de change. Et ça, c'est une problématique qui est assez large. Pourquoi ? Parce qu'on a un cours officiel et une sorte de cours parallèle en même temps. La complexité de gérer ces deux éléments fait en sorte qu'à tout moment, quelqu'un se dit « oui, mais bon, si j'ai au cours officiel, c'est plus cher que si j'ai au cours parallèle ». Donc, comme on n'a pas une fluidité du dinar et on a un contrôle d'échange, cela crée une barrière psychologique d'entrée parce que les gens se disent « je risque d'investir, comment je vais ressortir ?» Ils ont peur de la non-fluidité du dinar algérien. Et ça, c'est une autre difficulté qui est perçue. Donc, si je devais mettre en amont les différents éléments, le fait que même si l'État a fait des efforts en termes du cadre des investissements en Algérie, qui s'est substantiellement amélioré, surtout les dernières années, je dirais qu'il est encore méconnu du grand public. Donc, ils ne le connaissent pas, donc ils ne sont pas sûrs de ce qui s'y passe. Deuxièmement, le fait qu'on n'a pas un supermarché financier, donc on n'a pas quelque chose de disponible, visible à Bourse d'Alger. On allume la télévision, on voit les cours de bourse, on l'a dans le journal. On peut commencer à s'éduquer. Des journaux financiers qui donnent les résultats des entreprises, qui donnent des vues sur les trends économiques, etc. On n'a pas encore ce type de développement de marché. Donc automatiquement, ce qui se passe, c'est que ça crée aussi une opacité sur la capacité d'investissement. Et le dernier point, je dis le contrôle d'échange, qui est un obstacle psychologique à une entrée facilitée sur le marché et qui crée une sorte je dirais, une sorte de frilosité vis-à-vis des investisseurs. Les rendements sur le marché algérien sont très élevés quand ils sont bien. Après, dans le domaine entrepreneurial ou dans l'entreprise ou dans la création de valeur, il n'y a rien qui est certain. Oui. On peut faire faillite comme partout. Mais on va dire que pour les entreprises qui fonctionnent bien en Algérie, les rendements sont dans des très hauts niveaux de rendement par rapport à la moyenne mondiale. Et en parlant du positionnement international de l'Algérie, selon toi, comment l'Algérie se positionne sur la scène internationale et on a du mal à identifier un petit peu la qualité de la relation de l'Algérie avec à la fois ses alliés, ses partenaires commerciaux et ses clients. Comment elle se positionne dans tout ce monde-là où il y a de plus en plus de défis, de plus en plus de conflits, même parfois militaires? Comment elle gère une relation entre un partenaire comme la Chine, la Russie, la France? Il y a plusieurs acteurs économiques dans la région de la Méditerranée. Comment elle se positionne, l'Algérie, dans cet environnement ou cet environnement économique, on va dire? Donc déjà, économiquement, si on regarde nos exportations, qui sont les plus grandes parties du développement du pays d'exportation d'hydrocarbures, notre clientèle principale, elle est dans notre zone géographique. C'est-à-dire on est un pays méditerranéen, en plus d'être un pays africain, en plus d'être un pays du monde arabe, mais notre espace évolutif d'importation, d'exportation, à l'exception, comme le reste du monde, de la Chine, d'accord, se fait avec nos voisins. Donc nos partenaires commerciaux au nord de la Méditerranée, c'est principalement l'Italie, l'Espagne, la France et d'autres pays européens, mais on est dans ce cadre d'environnement, donc on est vraiment une économie qui a une caractéristique régionale. On a bien entendu des produits d'hydrocarbures qui sont exportés sur d'autres continents, mais le gros de notre exportation se fait avec nos voisins.
Donc, inévitablement, nous avons une connectivité avec notre propre région. En termes d'importation, même chose. La plupart des produits que nous importons en Algérie viennent de notre environnement de proximité méditerranéen, de la Turquie jusqu'à l'Espagne. D'accord ? Et c'est là où on évolue. Après, je mets de côté une fois de plus la capacité de l'usine du monde qui est la Chine, qui exporte, mais en grande majorité, on évolue dans cet espace. Donc, je dirais, l'Algérie est bien intégrée dans son environnement régional. Après, des relations de l'Algérie avec d'autres pays, pour toucher déjà le pays avec lequel nous avons la plus grosse connectivité, c'est la France. Donc, la connectivité avec la France, elle est complexe. Elle est complexe, pourquoi ? À cause de l'histoire. D'accord ? On a quand même une histoire commune avec la France qui est complexe, avec du positif et du négatif, et qui est le fait que nous sommes devenus indépendants après avoir été sous un pouvoir français pendant 130 ans. Donc ça, on ne peut pas juste l'effacer, ça existe. Et sur cette structure, on peut développer une relation évolutive avec la France, puisqu'on a une connectivité historique avec ce pays. On a aussi une connectivité humaine avec ce pays. C'est là où la grande majorité de la communauté algérienne à l'étranger réside, d'accord ? Et c'est le pays dont nous pratiquons la langue, en dehors de notre langue nationale, de la manière la plus commune, d'ailleurs, même dans ce podcast, qu'on est en train de parler en français. Donc, automatiquement, il y a une opportunité avec la France de redéfinir graduellement ce cadre. Maintenant, ça prend du temps, il y a le poids de l'histoire, il y a le poids des complexités, mais je dirais que, bon an, mal an, comme on dit, la relation avec la France, elle fonctionne. Après, voilà, il y a des hauts et des bas, mais je dirais qu'il y a une opportunité de connectivité avec la France, déjà par l'élément linguistique. C'est là où le plus grand nombre d'Algériens vont étudier, c'est là où le plus grand nombre d'Algériens étudient, et beaucoup d'Algériens regardent, au-delà des chaînes nationales et des chaînes du monde arabe, regardent la télévision française. Donc il y a quand même ce lien culturel qu'on ne peut pas ignorer. Pour ce qui concerne les autres acteurs de la région, on a une relation commerciale historique avec l'Italie, avec l'Espagne. Donc on a aussi des connectivités. Et pour ceux qui connaissent bien l'Algérie, quand on est à l'Est, on a une connectivité italienne. Même quand on va à Naba, on peut prendre un expresso de la même qualité qu'en Italie. Et quand on est à Oran, à l'Ouest, on a des plats de fast-food communs qui sont des plats pratiquement espagnols. Oui. Donc on a quand même une connectivité culturelle, historique avec nos pays avoisinants européens. Pour ce qui concerne les connectivités avec, par exemple, tu as cité la Russie, la Chine, donc je vais étendre ça aux pays des BRICS. L'Algérie étant un pays révolutionnaire qui s'est libéré d'une colonisation humaine, on a quand même toute une accréditation tiers-mondiste, si je peux utiliser cette terminologie, ou de non-alignés qui est antique et qui est ancienne. Et l'émergence d'un nouveau bloc. Il y a un bloc qui est en train d'émerger. Maintenant, pour paraphraser ce qui a été dit au meeting des BRICS à Kazan, les BRICS ne sont pas un bloc anti-occidental, c'est un bloc non-occidental. Donc il ne faut pas le regarder sous forme de bloc comme s'il y avait une confrontation de blocs. Il y a une série de pays qui dit « nous voulons changer la forme structurelle des relations internationales ». Donc, ils veulent qu'on applique le droit international. L'Algérie, par exemple, est un pays qui applique à la lettre le droit international. C'est-à-dire que la reconnaissance de gouvernements, de pays à l'étranger se fait entièrement sur la base du droit international. Donc, en fait, ça convient parfaitement à un pays comme l'Algérie, ce genre. Et comme on le sait, on est passé de droit international à, comme on dit, rule-based. D'accord ? Où soudainement, on a des injonctions, on va dire, hégémoniques de pouvoir. Donc l'Algérie peut jouer son rôle. Mais économiquement, nous devons nous rappeler que nos échanges commerciaux restent principalement avec des pays occidentaux. Donc nous devons jouer un jeu d'équilibre entre nos intentions de participer au développement des BRICS, dont nous sommes maintenant un BRICS partner, qui est en fait une antichambre de l'adhésion aux BRICS, dans lequel on peut développer une série d'accords économiques avec d'autres pays, développer notre marché au sud et notre marché avoisinant, principalement le marché africain, mettre en place des nouvelles formes de collaboration en termes d'éducation, en termes d'infrastructures, en termes de technologie, etc.,
avec d'autres pays que les pays traditionnels fournisseurs de technologies que sont les pays occidentaux, mais tout en ménageant notre relation avec les pays occidentaux. Moi, je ne le vois pas comme un remplacement de nos relations, je le vois comme une addition aux relations que nous avons déjà. Le but n'est pas de changer une sorte d'allégeance ou changer notre relation et commencer à réduire notre activité avec les pays occidentaux et augmenter l'activité avec les BRICS. Moi, je vois le développement des BRICS comme un développement supplémentaire à ce que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que je le mettrai en avant. Donc, des Chinois, on peut apprendre de leur phénoménal développement infrastructurel. Donc, une grosse partie du développement de la Chine a été son infrastructure. Donc, l'infrastructure de logistique, les capacités de logistique qui ont catalysé tout le développement industriel. De la Russie, on peut s'inspirer de ce que les Russes font en termes d'énergie, en termes de capacité de transformation énergétique. C'est un pays clé dans ce domaine et nous pouvons être inspirés par ces développements. Au niveau de l'Inde, par exemple, on peut être inspiré par son développement dans le domaine des technologies. Donc, c'est par exemple, si on va maintenant aujourd'hui, comme en Inde, à Bangalore, par exemple, c'est la Silicon Valley de l'Inde. C'est un des plus gros centres de développement technologique au monde. Comment est-ce que l'Inde est passée d'un pays non technologique à ce type de développement, ou maintenant le fournisseur de technologies, même à la Silicon Valley, nous pouvons être inspirés. Donc, notre connectivité avec les BRICS peut être maximisée si, pour chaque pays BRICS avec lequel nous nous connectons, de bien s'inspirer de différents types de modèles économiques qui ont été mis en place par des pays qui nous ressemblent plus que certains pays de l'Occident, où le modèle économique n'est pas forcément transférable. On peut s'inspirer aussi des pays du Moyen-Orient. On peut s'inspirer En du matière tourisme. de dépendance aux hydrocarbures, comment on voit la vision de Dubaï il y a 20 ans, on voit actuellement aussi la vision de l'Arabie Saoudite, la vision 2030, comment ils ont fait en sorte de sortir de cette dépendance des hydrocarbures. On peut s'inspirer aussi de ces pays. Absolument. Moi, par exemple, ce que je regarde, qu'est-ce qu'on pourrait s'inspirer de la manière dont Dubaï s'est développé. Par exemple, à Dubaï, une des choses que moi, je vois qui est inspirationnelle pour nous, c'est le développement de tout ce qui est e-government, c'est-à-dire l'électronisation des processus administratifs. Vu qu'un des handicaps en Algérie, c'est la lourdeur administrative, électroniser toutes les bases de données informatiques et développer des nouvelles formes de connectivité entre les différents ministères, entre les différentes administrations, les collectivités locales, les wilayas, à tous les degrés, et pouvoir connecter tous ces éléments, c'est quelque chose qui est très intéressant. L'expérience qui a été mise en place de e-government à Dubaï, c'est une expérience extrêmement positive, dont on voit physiquement les résultats. À Dubaï, on peut immatriculer une voiture en 1 heure. On peut acheter une maison en 1 heure. C'est-à-dire et avoir le registre foncier dans sa main. C'est-à-dire qu'il y a des processus qui ont été mis en place qui facilitent la fluidité du marché. Et c'est le rôle de l'État, en fait, de mettre en place ces choses. Pourquoi c'est plus possible aujourd'hui que ça l'a été dans le passé ? Le mot-clé, c'est IA, intelligence artificielle. Toi qui es un technologiste, tu peux bien voir que, par exemple, quand on a une matrice de... Si j'ai 1000 softwares d'un côté avec 1000 databases différentes et 1000 de l'autre côté et je veux les intraconnecter, il me faut 1 million d'interfaces. Mais avec l'intelligence artificielle, je n'ai plus besoin d'interface. Pourquoi ? Parce que je peux avoir un software qui lit une database et l'ajuste automatiquement et apprend par lui-même, parfait, concret, comment connecter. Donc on peut connecter même le monde digital au monde physique. On peut connecter la voix avec les données, on peut connecter l'image avec les données. Donc, en fait, les nouvelles technologies vont nous permettre de développer. Donc, là où moi, je verrais un avantage pour l'Algérie, c'est de s'inspirer de certaines technologies qui existent aujourd'hui. Certains ont été développés dans le monde BRICS et comment nous, on pourrait s'inspirer de ces choses. Donc, moi, je vois dans chaque pays des BRICS une opportunité de développement et de s'inspirer nous-mêmes de ce qui a été mis en place. Comment structurer toutes ces choses et de pouvoir nous projeter dans le futur. Et là, je reviens à la question initiale, qui est ce qui nous permettrait alors de créer l'attractivité
pour toute la communauté nationale à l'étranger, donc la diaspora, de venir en Algérie, de participer à toutes ces choses, parce que certains vivent dans ces pays et peuvent nous amener cette technologie, d'autres vivent en Occident, peuvent amener la technologie aussi occidentale qui existe. On est aujourd'hui en face du continent dont le coût énergétique est le plus élevé, qui est l'Europe, dû à la guerre en Ukraine et aux autres événements qu'on connaît. Et nous sommes un réservoir d'énergie. Normalement, il serait naturel que les entreprises européennes décident de délocaliser des activités énergivores chez nous. Et qu'est-ce qui bloque réellement? Est-ce que c'est, par exemple, si on parle des nouvelles technologies, la majorité des cadres en informatique, tout ce qui est numérique, sont des Algériens en fait. Je les vois tous les jours, et que ce soit en cybersécurité, en réseau, en cloud, en data, vraiment on a un potentiel en matière de tout ce qui est numérique et informatique. Et j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui bloque réellement cette transformation digitale en Algérie. Il nous Est-ce que faut. c'est Mhm. est-ce que c'est un millefeuille tellement épais d'administratif que ça bloque, ou est-ce qu'il faut qu'on soit concret? Ça prend beaucoup de temps pour faire ça. Ça prend beaucoup de temps et c'est rapide en même temps. Donc, en fait, il faut un déclic. La minute où il y a le déclic, ça fonctionne. Mais pour pouvoir absorber toute l'énergie entrepreneuriale et la technologie, il y a un mot-clé, le financement. C'est-à-dire que les startups, les développements d'activités en règle générale, ou l'entrepreneuriat, a besoin d'être dans un environnement où il y a de l'accès au capital et de l'accès à de la dette. On ne va pas à la Silicon Valley parce qu'il fait beau. On va à la Silicon Valley parce qu'il y a tous les fonds d'investissement qui sont là-bas. Et quand vous voulez lever de l'argent, ça prend, si on a un bon projet, bien entendu, c'est assez rapide. Et on peut lever. D'ailleurs, même des Européens vont dans la Silicon Valley parce que c'est là-bas où ils peuvent lever de l'argent. Donc, il y a des initiatives de l'État de contribuer, de créer des fonds pour les startups. Tout ça, c'est très bien. Mais il nous faut le marché des capitaux. Il faut un marché des capitaux qui permette au marché lui-même de pouvoir investir à l'intérieur de l'écosystème économique algérien. Et c'est là où, si demain matin, une communauté nationale étrangère venait en Algérie, pouvait créer des entreprises et lever du capital financier, professionnel, sur place, pas forcément étatique, pas forcément une famille ou une personne physique qui va venir lui casser la tête tous les jours en étant dans le conseil d'administration ou dans l'assemblée générale, ou aller demander des comptes, ou n'a pas forcément la culture du risque. Si on a un marché des capitaux, c'est pour ça que je reviens aussi sur ce que j'ai dit auparavant pour le développement des marchés des capitaux, si on avait un marché des capitaux efficace, on attirait beaucoup plus d'entreprises. Mais ce n'est pas seulement par une injection de capital de l'État. Ce n'est pas par des projets de type Ansège et autres qu'on peut. Ça, ce sont des catalystes. C'est comme en France, il y a la BPI qui fait des prêts, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais la majorité du capital des entreprises françaises, ce n'est pas la BPI qui la fournisse. C'est le marché. Oui. Donc nous, ce qu'on doit créer, c'est le marché qui va nous permettre de faire ça. Et c'est là où on doit entrer en phase aujourd'hui. Donc là, par exemple, sur les fonds communs de placement, ou le nouveau produit de fonds d'investissement algérien, le ministère des Finances a publié les dernières régulations et lois associées aux fonds communs de placement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a les règles prudentielles qui ont été mises en avant, qui devraient être publiées, j'espère, avant la fin de l'année. Au moment où elles sont publiées, les premiers fonds communs de placement vont être émis en Algérie. Ils seront privés. Il y aura probablement des fonds publics, mais ils seront privés. On verra tout de suite l'engouement. Alors, il y a des personnes qui restent sceptiques, mais dans la réalité, j'aime bien préciser, le CPA, c'était 700 millions de dollars équivalents du grand public sur une seule transaction. Donc, moi, ce que je pense, c'est que le réservoir de capacité de financement en Algérie est très large, que les gens aimeraient bien avoir des portefeuilles diversifiés, investir dans des startups, dans de l'agriculture, dans des banques, dans de l'infrastructure et dans d'autres choses. Il faut juste que le marché soit présent. Donc je reviens à chaque fois sur l'handicap n'est pas la lourdeur administrative, l'handicap est l'inexistence du marché des capitaux. Et on voit de plus en plus, par exemple, dernièrement, l'Algérie se tourner vers le marché africain pour ses perspectives de croissance. Est-ce que c'est la clé, l'Afrique, d'ici quelques années ou même maintenant? Oui, absolument. Donc, mais une fois de plus, moi, je ne suis pas chaque fois en remplacement de quelque chose d'existant. C'est additionnel. C'est-à-dire que, est-ce que l'Afrique est intéressante dans le monde, en règle générale? Oui. C'est le continent le plus fragmenté. Il y a 55 pays. D'accord? Donc, automatiquement,
Il n'y a aucun continent, vous pouvez regarder sur les cartes, qui a 55 pays. D'accord ? L'Afrique est le pays, le continent le plus fragmenté sur la planète. Donc déjà, ça crée une complexité d'accès. Parce que c'est 55 pays avec 55 monnaies, pas tous. Certains ont des monnaies communes. Mais on va dire 55 règles régulatoires, 55 lois, 55 administrations, 55... Donc, on ne peut pas dire l'Afrique, c'est un marché. Maintenant, il existe, je crois, les top 5, je ne me rappelle plus du chiffre exactement, les top 4 ou les top 5 économies d'Afrique sont 50% du PIB africain. Maintenant, à l'intérieur de l'Afrique, les monstres, c'est-à-dire les grands pays qui ont des frontières communes avec une multitude d'États, l'Algérie en fait partie. Donc, naturellement, un pays comme le nôtre doit devenir un acteur africain, inévitablement. C'est comme si demain, quelqu'un me disait « l'Allemagne ne sera pas un joueur européen ». Oui. Je peux assumer que l'Estonie ne peut pas être un joueur européen, mais que l'Allemagne ne soit pas, c'est une impossibilité. Il est impossible que l'Algérie ne soit pas un acteur africain. Donc, l'orientation africaine, elle doit être catalysée par les grandes économies africaines. Ce n'est pas le Portugal et la Roumanie qui ont créé les marchés européens. C'est les grands pays comme l'Allemagne, comme la France, comme le Royaume-Uni qui ont créé un marché européen, ou l'Espagne. Maintenant, de plus en plus, la Pologne et d'autres pays d'Europe de l'Est. Mais ce sont les grands pays qui sont les catalystes des marchés régionaux. Donc, pour ce qui concerne l'Afrique, la responsabilité est dans la main des grands pays africains qui sont l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Nigeria, l'Algérie. Ce sont ces pays qui doivent développer le marché. Et donc, nous n'avons pas seulement une opportunité, mais nous avons aussi une responsabilité de développer ce marché. Et je vois positivement les efforts faits par les autorités algériennes de développer ce marché. La question de ne pas faire de marketing, de dire oui, on a ouvert une succursale bancaire au Togo, tout ça c'est très intéressant, mais ça ne vaut rien. On doit rentrer dans l'intraconnectivité africaine. Il nous faut des lignes de logistique en Afrique, ferroviaires, routières, aéroportuaires. Moi, je saurais que l'Afrique est intégrée quand on aura des vols qui ne sont pas entre les capitales. Tu sais, par exemple, que l'Europe est intégrée parce que tu peux faire un vol Marseille, je sais pas, Stuttgart. Oui. Ouais. Tu ne sais pas Paris-Berlin. Tu fais Marseille-Stuttgart. Donc, le jour où on aura un vol Oran dans une ville secondaire du Nigeria, ça veut dire qu'on est intégré. Parce que pour l'instant, on a des vols, on va dire, politiques qui sont entre les capitales de ces pays. On n'a pas encore la vraie intégration. Cette vraie intégration, c'est quand elle devient régionale. Et ce qui ralentit ce développement en Afrique, c'est parce qu'il y a beaucoup de pays africains. Est-ce que c'est l'instabilité à la fois sécuritaire et politique dans ces pays, ou est-ce que c'est l'implication de plusieurs pays? On voit de plus en plus l'implication de plusieurs pays qui sont à des milliers de kilomètres, qui veulent investir dans le continent et justement, ils veulent aussi confirmer leur statut comme potentiel investisseur majeur. Le frein perçu du risque africain, c'est un risque politique, économique, de stabilité et même de guerre. Et démographique aussi? Non, la démographie, c'est toujours positif. Le monde plutôt occidental européen, il est un peu... à chaque fois, on entend, c'est-à-dire là, dernièrement, j'ai entendu l'ex-président Nicolas Sarkozy qui a parlé comme un danger potentiel. Je pense qu'il parle en termes de migration, oui. Non, il n'y a rien de négatif d'avoir une forte démographie dans un pays. D'accord ? Après, oui, si le pays ne suit pas en termes de développement économique, ça peut créer un appauvrissement. Mais normalement, la démographie crée de la richesse. Pourquoi ? Parce que plus on a de monde, plus il faut construire d'infrastructures, plus on a de clients aussi. Je l'ai entendu même une fois dans tes interventions où tu as dit que l'Algérie doit aussi accélérer sa croissance démographique parce que c'est tellement important dans le développement économique du pays. On est un pays immense qui est pratiquement la taille de l'Europe occidentale. Comme les grands pays dans le monde, nous devrions aussi être une terre d'immigration. Et dans le sud algérien, qui n'est très peu peuplé, on pourrait procéder à une immigration de populations avoisinantes qui sont de la même ethnie que nos compatriotes au sud. Ce ne sont même pas des gens différents. Donc, pour moi, je pense que ce serait stratégique de peupler l'Algérie, d'attirer de l'immigration à l'intérieur de notre pays. Après, il faut le faire conjointement avec une politique de développement. Puis après, la deuxième, troisième génération de ces
nouveaux migrants seront des Algériens. Donc, peupler le sud algérien avec des gens qui ont une caractéristique culturelle qui est proche de celle de la population existante, ça, il n'y a pas une dénaturation de la culture de nos régions du sud. Je ne vois pas pourquoi ce serait quelque chose de négatif. Maintenant, est-ce qu'on en a besoin ? C'est la même chose que la diaspora. Il faut créer l'appel d'air. Il faut créer le positif. Maintenant, la perception du risque migratoire, pour ce qui concerne l'Afrique, oui, c'est un risque. Le plus grand risque en Afrique, c'est le Sahel. Et le Sahel, qui est probablement la zone africaine la plus instable, qui est juste à nos frontières sud, nos pays voisins, ça représente quand même un risque. Pourquoi ça représente un risque ? Pourquoi ? Parce que la population est en croissance ultra rapide. C'est-à-dire que d'ici 2050, les populations du Sahel seront 2 fois la population de l'Algérie. S'il n'y a pas de développement dans ces zones, si ces zones restent instables, il est bien entendu que les populations qui vivent sur ces territoires vont vouloir se déplacer. Et si elles ne trouvent pas d'opportunités dans les pays voisins comme le nôtre, ben, leur instinct naturel, c'est de vouloir se déplacer à travers la Méditerranée. D'où la peur des pays européens d'avoir un flux migratoire très élevé. Donc c'est leur responsabilité eux aussi de dire, si par exemple on faisait un cas de figure où par exemple les Européens donneraient un statut totalement défiscalisé pour tout ce qui serait produit par exemple au Sahel ou dans le sud algérien. Et bien dans ce cas-là, des entreprises pourraient s'installer dans le sud algérien, créer des emplois pour des personnes de la région, d'accord ? Tout en sachant que les débouchés économiques sur l'Europe seraient garantis, par exemple. Et que aussi de l'investissement européen pourrait conjointement permettre ce développement. Donc tout ça est possible. Après, ce sont des politiques communes à appliquer. Mais ce que je pense, c'est que la démographie est une richesse, mais elle a un risque quand elle n'est pas accompagnée de mesures de développement. Oui. Voilà. Donc on est aujourd'hui dans cette situation. Et l'Afrique, il faut bien le regarder. Si je reviens dans les années 60, bon, je vais donner des chiffres, je ne suis pas sûr des chiffres, hein, donc vous pouvez les vérifier. Mais je pense que l'Afrique, au milieu des années 50, devait avoir, je ne sais pas moi, 200 millions d'habitants. D'accord ? Aujourd'hui, on a 1,5 milliard. En 2050, on sera 2,5 milliards. Et à la fin du siècle, on sera probablement le continent le plus peuplé de la planète, avec 4 ou 5 milliards d'habitants. Donc il faut bien comprendre la dimension. On le voit dans le cadre de notre propre pays. À l'indépendance, on était combien ? 8-9 millions ? Maintenant, on est, je ne sais pas, 47, 48. Oui. C'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'à l'indépendance de l'Algérie, la France devait avoir, je ne sais pas moi, 50 millions d'habitants ou 55 millions d'habitants, et nous, on n'était que 8. Aujourd'hui, la France doit avoir 65, 70 millions d'habitants, et nous, on est à 48. En 2050, on sera plus nombreux qu'eux. Mais c'est encore plus choquant quand on regarde les pays frères au sud, le Mali, le Niger, avaient des toutes petites populations. Aujourd'hui, ils sont déjà à presque 25-30 millions. Oui. Et quand on projette en 2050, ce seront 60 millions ou 70 millions. Donc, la problématique, c'est qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'infrastructure énergétique, il n'y a pas d'infrastructure de logistique. Oui, les gens vont se déplacer. Oui. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour le mettre en place ? Je pense que c'est une opportunité pour l'Algérie, mais l'Algérie doit travailler dans une politique commune avec les pays du Nord, avec lesquels nous avons une relation historique, et qu'eux nous accompagnent pour ce développement. Après, est-ce que tout le monde voit la même chose ou a le même intérêt ? Ça, j'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste en géopolitique. Mais moi, je regarde de façon froide et en termes d'opportunités financières. Par exemple, Tamanrasset, c'est le New York du Sahel. C'est-à-dire, c'est la ville la plus développée de tout le Sahel. Normalement, c'est le centre culturel, financier, économique, logistique du Sahel. La question, c'est comment on fait en sorte de mettre en place une politique sous cette forme, bien sûr avec toutes les contraintes sécuritaires, de déstabilisation et autres qui existent. Oui. Donc on est quand même dans un monde qui est volatile. Et moi, je pense que l'Algérie a sa responsabilité à jouer dans cette partie du monde qui est très importante en fait. Oui. Et pour nous, encore plus importante parce que c'est notre lien avec l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire, quand on est au sud de l'Algérie, dans le Grand Sud, on est en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on est pratiquement, on est à 1000 km du Nigeria. C'est-à-dire qu'on est pratiquement en Afrique de l'Ouest. Donc on fait partie de cet ensemble aussi. On n'est pas comme nos pays avoisinants, le Maroc ou la Tunisie,
beaucoup plus au nord. Oui, oui, Nous, on est carrément en bas, hein. oui, oui, Donc c'est pour ça que je regarde avec... et on a l'avantage d'avoir de l'eau, de l'énergie, des circuits de fibre optique. On a quand même toute une infrastructure qu'on pourrait déployer dans les pays avoisinants, mais il nous faut de la stabilité au sud. oui. Et justement, en parlant de l'Algérie, justement pour conclure ce podcast passionnant, selon toi, par rapport à ton expertise, ta longue carrière dans les marchés financiers, comment tu vois l'évolution du marché financier en Algérie? Ben, ça fait 10 ans qu'on opère sur le marché algérien, donc ça fait 10 ans qu'on est membre de la Bourse d'Alger. Ça fait maintenant depuis 2017 que nous avons le- la capacité d'être une société de gestion de fonds. Donc je dirais que les derniers 12 mois, nous avons eu plus de progrès en termes de développement de la régulation que les 9 ans précédentes. Donc aujourd'hui, je dirais que pour la première fois, et sans être ultra optimiste, je vois qu'il y a une possibilité de développement. Je vois aussi un changement dans l'intérêt des investisseurs algériens d'investir dans des produits diversifiés, l'intérêt sur les fonds en règle générale, l'intérêt sur les mises en bourse, démontré par la mise en bourse du CPA. Donc je suis assez positif sur ce développement. Le fait aussi que la régulation autour des systèmes de paiement électronique est en train de se développer de façon beaucoup plus rapide. Je pense qu'aussi le fait que nous ayons joint les BRICS, ça nous fait une pression supplémentaire d'ajuster de notre structure économique et financière. Et conjointement à tout cet élément, donc la volonté politique de le faire, le fait que ce n'est pas juste une pratique livresque, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un intérêt de le développer, que nous avons aussi des obligations continentales, des obligations vis-à-vis du fait que nous sommes un pays BRICS partner qui veut participer à de nouvelles formes de systèmes de paiement, etc. Si on veut jouer vraiment notre jeu en étant un État tampon entre l'Occident et les BRICS, le développement du marché financier est essentiel. Donc, dans ce point de vue particulier, je suis optimiste et peut-être que dans notre prochaine rencontre, un prochain podcast, je pourrais venir donner des comptes sur les vues que j'ai exprimées aujourd'hui. Merci beaucoup, Yacine, pour ce témoignage. Merci pour toutes les informations que tu nous as partagées. Ça me fait énormément plaisir de te rencontrer, de partager tes expériences et toutes les connaissances que tu sais dans le marché financier, même si je ne maîtrise pas assez le volet économique. Merci à vous aussi d'avoir partagé le podcast. N'hésitez pas aussi à liker et à partager aussi cette vidéo avec vos proches ou avec vos amis. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci.